Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et le 34e menu crowdfunding, le deuxième de l'année 2022 déjà. Petite semaine cette fois-ci, en comparaison avec la dernière qui était vraiment la rentrée de Kickstarter et GameFund. Cette fois-ci, on est sur un menu un peu plus léger, vous allez le voir, qui devrait durer un petit peu moins longtemps que la semaine dernière, fort heureusement pour moi, d'autant plus que j'ai une bonne grosse migraine cette semaine. Donc on va essayer de pas trop s'éterniser non plus. Je fais quand même un petit point sur une nouveauté, enfin un petit service qu'on m'a demandé rapidement. Un des gagnants du concours Senjutsu m'a demandé si je pouvais parler rapidement de l'association de jeux qu'il vient d'ouvrir et qui s'appelle le Chaudron de Jeux. Donc si vous êtes à Grenoble, eh bien, une nouvelle association vient de voir le jour. Le 18 janvier dernier, c'était l'inauguration de l'association en question. Donc j'imagine que si vous êtes vous-même sur Grenoble, c'est une raison de plus de vous y intéresser. Sachez que pour l'instant, l'association est ouverte les mardis à partir de 20h et que l'adhésion vous coûtera 20 € pour une année. Et pour ce qui est des informations complémentaires sur le lieu de rencontre et éventuellement tout ce que ça peut engendrer en termes d'organisation de Covid, etc., parce que bon, moi, j'y connais rien, je suis au Japon, eh bien, adressez-vous directement à Christopher, donc l'organisateur en question, dans les commentaires de cette vidéo. Je pense qu'il prendra le temps de vous y répondre calmement. Sur ce, on est parti. Et bon, bien évidemment, si je vous dis que je n'ai pas grand-chose à vous dire dans cette introduction, c'est pas pour vous dire que vous allez passer entre les gouttes du petit point hebdomadaire sur la chaîne, bien évidemment. Avec, bon, ceci dit, pas grand-chose cette semaine, un petit plus 25 en termes d'abonnés, ce qui est à peu près notre rythme de croisière qu'on avait déjà à la fin de l'année dernière, donc c'est plutôt sympathique. Ça nous fait généralement un petit plus 100 chaque mois. Ce qui devrait nous permettre d'atteindre ce petit objectif que nous nous étions fixés en début d'année, à savoir, on est encore en début d'année, mais à savoir atteindre les 1000 abonnés si possible pour l'anniversaire de la chaîne en mai. Donc ça devrait potentiellement mathématiquement être possible, on verra. En termes de vidéos, pas grand-chose de très spécial à se mettre sous la dent sur cette semaine, si ce n'est la double vidéo que vous voyez ici pour Ostia, qui est pour l'instant assez peu visionné, mais c'est à peu près normal dans le sens où le jeu n'est pas encore sorti, la campagne n'est pas encore lancée, comme souvent pour les petits jeux japonais. Enfin, celui-ci n'est pas petit, ceci dit. Les jeux japonais arrivent souvent un petit peu plus tard, c'est rarement le mardi ou le mercredi, comme c'est souvent le cas pour les autres jeux, qu'ils arrivent sur GameFound ou Kickstarter. Ostia arrive donc aujourd'hui même, donc pour vous ce sera hier, le samedi. Et donc, je pense que ça devra s'accompagner d'une petite hausse des vues, d'autant plus que pour la première fois de l'histoire de la chaîne, merci Uchiba Koya, donc l'éditeur de Ostia, nous apparaîtrons sur la page du jeu. Donc c'est plutôt sympa de ce point de vue-là. Bon, pour le reste, rien de spécial à dire. Je vais quand même ajouter une petite chose que j'ai oublié de mentionner la semaine dernière, parce que bon, c'était la rentrée, donc entre-temps, on a oublié des choses. J'avais complètement oublié de vous, comment dirais-je, de vous orienter vers le petit vote que je fais hebdomadairement, c'est pas très joli à dire, pour aller voter en fait sur les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine suivante. Donc on va tout de suite aller voir de quoi il s'agit ici. Voilà, chaque semaine, bon, pour ceux qui suivent le menu depuis quelques mois déjà, vous le saurez, on fait un petit vote pour vous demander un petit peu quels sont les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Et donc, ça vous permettra éventuellement de voir certains sujets traités un peu plus en profondeur qu'ils ne l'auraient été sans votre voix pour ce vote. Donc là, par exemple, étonnamment, aucune voix pour Marvel Zombies, donc Zombicide. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en parler, bien évidemment, hein. Je me laisse la liberté de parler des gros projets de la semaine selon mes propres envies, bien évidemment, même si, pour le coup, Zombicide n'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Mais bon, c'est quand même un gros projet de la semaine, donc évidemment, je vais en parler. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de votes pour Total War Rome, mais bon, encore une fois, c'est une semaine où j'avais oublié de vous orienter vers le lien du vote, donc je pense que assez peu de gens ont voté. D'ailleurs, je pense que je peux le voir rapidement. Ouais, on n'a pas beaucoup de votes cette semaine. On a eu quand même quelques votes pour Hurto, le jeu français, donc forcément, ça attire un petit peu plus le regard. Et puis, bien sûr, quelques votes pour Ostia. Donc, ceci dit, je parlerai en hausse d'Ostia dans les gros projets de la semaine, certes, mais pas très en longueur, dans le sens où il y aura quand même la review et la partie, le gameplay, pour vous montrer un petit peu plus de quoi il s'agit quand on parle d'Ostia. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire, parce qu'on a quand même déjà pas mal pré-mâché le boulot. Allez, sur ce, c'est fini pour le vote. En attendant, je vous invite à aller voter pour celui de la semaine prochaine. Vous trouverez, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, le lien vers le vote qui vous emmènera vers les jeux de la semaine prochaine. Et dites-moi donc par les votes ceux qui sont susceptibles de vous intéresser le plus, ceux que vous voudriez voir présentés en détail. Sur ce, on est parti pour cette semaine.
Et la première campagne de cette semaine, eh bien, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un jeu, mais plutôt des accessoires un petit peu adjacents au monde du jeu de société, qui plus est par un éditeur de jeux de société, même si son nom ne le laisse pas penser. Board Game Tables, pour ceux qui suivent l'actualité du crowdfunding, c'est un éditeur de jeux de société, mais qui, à la base, et c'est de là dont vient son nom, fabriquait des tables et également des sacs de jeux. Et donc, ils se sont aussi lancés dans la production de jeux. Vous en connaîtrez certainement plusieurs, par exemple QE, qui est sorti récemment en français, On Tour, qui a fait un joli succès également. On a aussi Bytes. Plus récemment, arrivé au backer, on a Kabuto Sumo, qu'on n'a pas encore testé d'ailleurs avec Xavier. Ensuite, plus récemment, on avait aussi la double campagne de jeux japonais Danger Dragons et puis Psychic Pizza Deliverers, etc., etc. Et aujourd'hui, ils nous reviennent avec à nouveau des sacs ainsi que des playmats. Alors, ils se sont fait un petit peu un nom, notamment au-delà des tables, sur justement les sacs. Et donc, ils nous reviennent avec le même sac que ce qu'ils proposaient déjà auparavant, mais dans de nouvelles couleurs, ainsi que des playmats. Bon, là-dessus, comme évidemment, ce ne sont pas des jeux, mais des accessoires de jeux, je vais passer très très rapidement. Vous irez découvrir un petit peu ce dont il s'agit. Donc, 4 nouveaux coloris pour le sac. Et puis également des playmats de tailles assez variées, de couleurs variées pour vos tables. Voilà, donc 5 nouvelles couleurs et 3 tailles, pardon, j'ai 3 sizes en lisant en anglais, de tapis qui ont l'air d'être d'assez bonne qualité, assez épais, avec des coutures, et bien évidemment. Donc, bon, ça a l'air d'être de bonne qualité. Après, ça reste assez cher pour ce que c'est, à savoir donc de simples playmats. Les sacs, par contre, moi, Xavier et moi, on en a un comme ça chacun, qui sont beaucoup plus, entre guillemets, cheap, hein, beaucoup plus abordables, mais qui ont vraiment une taille très sympa, qui vous permet d'emporter 4-5 jeux pour une petite journée jeu, facile à transporter, et en plus assez résistant à l'eau, donc non, c'est plutôt sympa. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ça par vous-même. Sachez que le petit sac que je viens de mentionner est à 7 $, donc c'est vraiment pas très cher. Il est très très facile aussi à stocker. Le sac un petit peu plus conséquent, dont on a un exemplaire chacun derrière Xavier et moi, est à environ 60 $. Et ensuite, les playmats, là, sont par contre très chers, 60 $ et plus, selon la taille, selon le format du playmat que vous choisirez. Donc c'est potentiellement un petit peu cher. Par contre, si vous prenez l'ensemble, en fait, un grand sac, un grand playmat et ce petit sac, en fait, eh bien, le petit sac est gratos. Donc ça vous permet de refaire une sorte de petit all-in accessoire pour 118 $. Ça dépendra quand même de la taille de votre playmat. Ne dites pas d'insanité sous prétexte que j'ai pris une seconde avant de sortir le mot. Bref, quoi qu'il en soit, pour le shipping, pour l'Europe, on est sur du 9 $. Et si vous ajoutez de nouveaux items par-dessus votre commande, ce sera gratuit, donc ce sera 9 $ quoi qu'il arrive. Au Canada, ce sera 9 $ également. Et juste par curiosité, pour nous, on est sur du 24 $, même si on prend le petit sac à 7 $, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc fort heureusement, on a pris les nôtres avant l'explosion des frais de port. Donc on est à peu près couvert à ce niveau-là. Et aussi, point important, il devrait théoriquement être livré pour mars 2022. Donc la production est déjà certainement déjà accomplie, donc vous pourrez bénéficier d'une livraison relativement rapide. Et c'est à peu près tout, ma foi, pour ce qui est donc de cette nouvelle campagne de sacs de transport et de playmats de chez BoardGameTables.com. 2185 contributeurs déjà, à 20 jours de la fin de la campagne, avec déjà plus de 160 000 $ accumulés, ce qui est quand même un joli succès pour cette compagnie. On continue avec Skate Summer, qui aurait potentiellement dû figurer dans les gros projets de la semaine, mais qui ne figure finalement que dans les mentions honorables. Alors pourquoi ça aurait pu figurer dans les gros projets de la semaine? Parce que l'éditeur est quand même nul autre que Pandasaurus Games, qui nous a proposé à bien des reprises de gros projets. Alors je vous en montrer quelques-uns, par exemple Dinosaur World, qui avait fait un gros succès bien évidemment, Godspeed, qui a fait un joli résultat également. On avait aussi Minerva, on avait aussi un peu plus tôt Tammany Hall, qui avait fait des jolis résultats aussi. C'était leur première campagne d'ailleurs sur Kickstarter. Donc, ils ont un répertoire assez varié. Et cette fois-ci, ils nous proposent un jeu sur le skate avec une direction artistique qui pourra plaire comme déplaire. C'est vraiment des ports de chacun, enfin des goûts de chacun. En plus, bon, le thématique est assez, comment dirais-je, une niche, on va dire, et c'est généralement, j'ai l'impression, contredisez-moi si je me trompe, que c'est quand même une niche assez éloignée de ce que l'on voit généralement parmi le public des gamers, des aficionados, pardon, de jeux de société. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait énormément de joueurs de jeux de société qui font du skate, mais bon, encore une fois, vous me direz si je me trompe, c'est juste une sorte de stéréotype. Et donc Posasaurus, un éditeur assez reconnu du milieu, qui propose donc un jeu de skate. Alors vous voyez ici une grande map d'une ville
dans lequel vous trouverez plein de petits icônes ici, rouge, bleu, vert, etc., qui sont autant de lieux que vous pourrez utiliser pour aller effectuer des tricks, donc comment dirais-je, des figures de skate. Chacun des joueurs aura en début de partie une planche, en fait, une planche de skate qui sera en fait son plateau personnel. C'est de la planche sur laquelle vous pourrez faire évoluer vos capacités en tant que skater pour tel ou tel genre de figure, justement. Par exemple, les trampes ou des choses comme ça. Et ensuite, au milieu, vous trouverez des emplacements de cartes, puisque vous pourrez aller apposer des cartes de justement différentes figures, des différents tricks, qui vous permettront de, comment dirais-je, de gagner des points déjà, parce qu'il y a une sorte de mécanisme de set collection via les cartes que vous pourrez apposer et leur nature, à savoir est-ce que ce sont des figures qui nécessitent des rampes ou seulement, par exemple, des rambardes, ce genre de choses-là. Sachant que selon les cartes que vous allez poser sur cette frise, vous allez perdre ou regagner en équilibre sur cette petite barre ici que vous voyez et qui va éventuellement influencer bien évidemment votre façon de scorer et puis le nombre de combos que vous pourrez enchaîner, parce qu'il y a aussi une sorte de mécanisme de combo à enchaîner, mais pour pouvoir le faire, il vous faudra bien évidemment conserver votre équilibre. Il y aura aussi bien entendu des jets de dés comme vous pouvez le voir ici, pour un aspect un petit peu push your luck, donc de tester sa chance, d'allons-y encore un peu plus et potentiellement on se casse la tronche. Mais bon, de ce point de vue-là, c'est thématique. Si on essaye des trucs un petit peu trop compliqués, on va finir par fatigue et aussi par manque de talent peut-être, par se vautrer la tronche contre un trottoir. Bref, quoi qu'il en soit, le pledge de base est à 50 $, ce qui est un prix relativement honnête, j'ai envie de dire. Pour donc le gros plateau central qu'on a vu, les 5 plateaux individuels de joueurs qui incarnent un skater différent. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une quelconque asymétrie dans les 5 personnages présentés ici. On aura ensuite tout un tas de cartes dans tous les sens, des dés, des tokens, des petites tuiles par-ci par-là. Il y aura aussi une sorte de set collection au niveau de ces tokens que vous pourrez collecter pour gagner encore plus de points de victoire. Et puis ensuite, vous avez une édition spéciale avec des figurines qui, très honnêtement, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est pimper votre jeu. Donc forcément, c'est dispensable et indispensable à la fois, ça dépend des goûts de chacun, mais aussi avec du matériel upgradé. C'est vrai que les dés sont très jolis, en plus translucides, enfin transparents. Pareil pour certains des tokens. C'est quand même bien plus joli à regarder, c'est bien vrai. Après, c'est vrai que d'un point de vue purement visuel, avoir des figurines qui se déplacent physiquement sur la carte de cette ville, c'est quand même un peu plus agréable visuellement, mais encore une fois, c'est tout à fait dispensable, bien évidemment. Ensuite, le how to play, on va passer rapidement, puisque de toute façon, je mentionne ici ça comme mention honorable, mais pas vraiment une campagne, je pense, très attendue par le public habituel du menu Kickstarter, enfin, menu crowdfunding, d'autant plus que le projet n'est pour l'instant en tout cas pas disponible en français. Toutefois, si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est disponible actuellement sur Tabletopia pour vous faire un petit avis, éventuellement vous faire un premier pas sur Tabletopia et apprendre comment jouer. Les stretch goals, on s'en fout un peu, on verra plutôt ça la semaine prochaine dans le suivi du menu. Et on va passer directement au... tiens, regardons rapidement quand même les skaters pour voir... non, j'ai pas l'impression qu'ils aient une quelconque asymétrie. En tout cas, c'est pas présenté comme ça. Alors, donc, disais-je, les frais de port. Les frais de port, les voici ou pas. Le shipping, le voici. Alors, vous le voyez, pas de tableau, comme c'est souvent le cas sur les campagnes Kickstarter, pour vous préciser, pour montrer en détail ce à quoi vous attendre pour les frais de port. Ici, on vous dit que ça va être sujet à changement, augmentation certainement plus que diminution en fonction comment dirais-je, de la situation actuelle au moment de l'envoi des frais de port, parce qu'on sait que ça a vraiment explosé depuis l'année dernière et encore plus depuis le début de cette année. Allez savoir pourquoi, c'est encore pire. Mais ils vont essayer, pour ce qui est de l'Europe, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Chine, du Canada et des États-Unis, de rester en dessous des 25 $. Oui, merci quand même, c'est quand même une somme assez conséquente malgré tout. Par contre, pour le reste du monde, nous compris, ça sera plutôt, je pense, au-dessus de 30, très certainement. Donc pour nous, c'est déjà un no-go de base. Ensuite, on vous dit que si vous êtes dans d'autres régions, comme par exemple la Russie, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, etc., ça pourrait
assez facilement dépasser les 50 $. Je pense notamment à un de nos abonnés qui vit en Indonésie. Je pense que toi, c'est encore pire que pour nous, hein, qui sommes au Japon. Toi, c'est certainement encore un petit peu au-dessus. Bref, quoi qu'il en soit, ajoutez aussi à cela, je pense, la TVA. Si je ne me trompe pas, j'ai cru voir la VAT quelque part. Voilà, c'est ça, la VAT, la TVA sera ajoutée suite à la campagne. Donc ajoutez ça en plus des frais de port et vous arriverez assez rapidement sur le seul pledge de base à quelque chose qui va aller tourner aux alentours de 85-90 $. C'est un petit peu le problème sur Kickstarter depuis quelques mois et surtout depuis le début de cette année. Les frais de port sont tellement énormes et la TVA qui a été ajoutée donc, sur les jeux Kickstarter depuis l'année dernière font que c'est de moins en moins intéressant. Ceci dit, encore une fois, je ne suis pas persuadé que le jeu atteindra les boutiques françaises ou francophones de manière générale. Donc, si vous êtes fan du projet, ça peut quand même être intéressant de vous pencher sur le sujet. Donc, 495 contributeurs pour l'instant à 3 semaines de la fin de la campagne. Le jeu est financé avec 30 000 $ sur 20 000 nécessaires. On enchaîne sur Temerity, qui est un tout petit jeu, comme vous le pouvez voir ici, avec 53 contributeurs. Il reste 23 jours, certes. Ceci dit, avec 53 contributeurs, le jeu est financé, avec 2000 livres sur 800 nécessaires, donc on est assez large. C'est un tout petit projet qui ne devrait pas dépasser les 150 ou 200 exemplaires, à mon avis. Donc si vous le voulez, c'est vraiment le type de projet fait pour Kickstarter qui peut aider vraiment à proposer, à aider en fait un auteur avec une idée à proposer un jeu loin, loin, loin des gros éditeurs qui utilisent également Kickstarter, même si c'est tout à fait légitime également. Il s'agit d'un projet donc de Daniel Sulhauf, l'éditeur lui-même et concepteur du jeu, qui a donc créé son propre label pour l'occasion avec Zero Rank Acquisition. Et Temerity, c'est un jeu assez intéressant pour 2 joueurs uniquement, pour 7 ans et plus, c'est des parties relativement courtes de 10 à 20 minutes. C'est un petit jeu, un petit peu de mind game, on pourrait dire, de confrontation à 2 joueurs dans lequel il y a seulement 3 types de cartes avec différentes capacités comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ces types de cartes ont des capacités un petit peu particulières. Vous pourrez choisir de les poser face cachée ou face visible pour appliquer maintenant ou plus tard leurs compétences pour pouvoir éventuellement essayer de prendre l'avantage sur votre partenaire, sur votre adversaire, devrais-je plutôt dire. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire en termes de gameplay. Je ne vais pas non plus entrer trop dans les détails puisqu'il s'agit d'une mention honorable uniquement. Sachez toutefois que le jeu dans son pledge de base est à 18 livres, donc un petit peu plus en euros, ça doit faire 23-24 euros j'imagine. Ça vient avec un peu moins de 60 cartes pour les 3 factions, donc les Fairy, les Warlock et les Spirits. Ensuite, le livret de règles bien évidemment, et puis une carte complémentaire qui ne sert pas à grand chose, j'ai l'impression. On a aussi une version limitée qui coûte un petit peu plus cher avec une carte exclusivité Kickstarter qui n'a aucun intérêt véritable, puisque de toute façon le jeu lui-même sera très certainement limité à Kickstarter, je pense. Donc bon, ce côté un peu exclusif Kickstarter n'a pas tellement de valeur à proprement parler. Sachant qu'en plus de ça, vous pourrez aussi ajouter 15 livres à votre pledge pour bénéficier d'un petit Gold Glint Effect, donc un petit effet de lueur, de surbrillance un peu dorée sur les cartes. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien évidemment non, d'autant plus que l'artwork sur les cartes n'est pas magnifique non plus, donc c'est très 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 dispensable. Mais bon, si vous êtes tenté, ça vous fera 25 livres plus 15 livres si vous voulez le petit effet doré sur les cartes. Voilà. Ensuite, il y a un petit pledge pour prendre 4 copies du jeu en même temps si vous le souhaitez, mais bon, ou même voire 8 copies pour vous et vos amis. Il y a même du goodies avec des petits hoodies, justement, des pulls à capuche, si ça vous tente, mais il faut vraiment être gros, gros, gros fan du jeu. Je doute que ce soit vraiment une super idée de faire des pulls à capuche comme ça, des goodies comme si on avait un éditeur de 10 ans d'expérience. Ça me semble un petit peu hâtif. Bref, quoi qu'il en soit, pour les frais de port, malheureusement, ils sont absents de la page. En tout cas, je ne les ai pas vus, dites-moi si je me trompe. Mais vous pourrez par contre aller voir ici dans la barre de défilement, admettons qu'on prenne un pledge de base. Il suffit d'aller cliquer sur le pays qui vous correspond et ça vous sortira en gros les frais de port avec parfois des choses assez étranges. Par exemple, la France a 9 livres pour un jeu qui est en Angleterre, alors que nous, au Japon, on est sur du 7 livres. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que ces chiffres sont les bons? Je ne saurais pas vous dire. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut trouver sur la page, vu qu'il n'y a pas d'encart réservé aux frais de port pour le moment, en tout cas. Donc voilà pour Temerity, petit jeu auquel il reste 23 jours de campagne et 53 contributeurs d'ores et déjà, avec plus de 2000 livres d'engagés.
On continue avec Subsistence, un petit jeu qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Et malheureusement, au moment où vous regarderez cette vidéo, eh ben, c'est trop tard pour la baquer. Et vous allez me dire, mais il reste 26 jours, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh ben, reste 26 jours pour la campagne, oui, mais en fait, le jeu était disponible pour uniquement 100 copies du jeu, comme l'indique le petit titre de la campagne, Make a 100. Et on est à 121 contributeurs, donc il y en a déjà 21 qui ont baqué simplement par générosité, devrais-je dire, mais qui ne verront jamais le jeu chez eux, en tout cas pas pour l'instant, puisqu'ils ont mentionné que devant le «succès», entre guillemets, ça reste relatif, du jeu, ils seraient potentiellement intéressés par une nouvelle campagne, peut-être dans les mois à venir ou l'année prochaine, allez savoir. C'est un petit jeu de développement pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, donc relativement accessible, même s'il semblerait qu'on ait un jeu ici, qui a une vraie courbe d'apprentissage, assez stratégique mine de rien, pour des parties assez ramassées de 15 à 30 minutes, et ça nous vient en plus dans une jolie petite boîte en bois de Nouvelle-Zélande. C'est assez sympa et en plus ça a une petite, connotation disons écologiste dans l'approche. Alors attention, il reste 26 jours, mais je le répète encore une fois, hein, on n'est jamais trop prudent. Vous pourrez baquer le jeu, mais vous ne recevrez pas le jeu puisqu'il y a déjà 100 copies commandées. Alors donc, c'est un jeu qui vous place dans une époque très lointaine, hein, 4500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où le monde est encore très très sauvage, et en fait, vous allez simplement développer votre mini-civilisation à base de cartes que vous voyez ici, en fait, hein, une carte d'idole que vous allez, au fur et à mesure de la partie, développer avec les cartes que vous allez ajouter en dessous qui représentent, elles, du terrain. Vous pourrez ajouter des petits tokens sur les cartes en question et faire grandir votre tribu, on va dire, en gros. Donc c'est un jeu qui joue assez rapidement, mais qui vous permet une progression apparemment de partie en partie. Et le jeu se présente actuellement sous 2 formats, à savoir une boîte Deluxe à 45 $ néo-zélandais, c'est pas des dollars américains, c'est beaucoup moins cher, 30 $ américains. Donc dans une boîte en bois, avec une fermeture assez originale. Je ne sais pas très bien si c'est super efficace, si ça s'ouvre pas un petit peu tout seul, auquel cas tout dégueule de la boîte, allez savoir. Mais en tout cas, c'est proposé pour 30 $ américains. Et vous avez aussi un pledge un peu moins cher, quasiment la moitié, pour 17 $ américains, une boîte avec du carton en fait, hein, pour stocker le jeu. Bon, c'est très très éco-friendly de ce point de vue-là, c'est sûr. Mais c'est vrai que le pledge Deluxe Box est quand même un peu plus agréable à l'œil, en tout cas. D'autant plus que la boîte est faite en bois de Nouvelle-Zélande, donc c'est quand même assez sympa de ce point de vue-là aussi. Les ressources, enfin les composants, putain je parle à moitié en anglais, excusez-moi, les composants ont l'air d'être, d'assez bonne qualité. Vous le voyez ici, donc là encore les petits tokens sont en bois, peint. C'est assez joli, les cartes sont plutôt jolies, j'aime bien la direction artistique également, mais bon malheureusement pour l'instant, pas moyen de mettre la main dessus. Je l'ai remarqué un petit peu trop tard malheureusement. Pour le shipping, si vous en êtes déjà, ça peut vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, non, mais bon, si vous êtes déjà, à mon avis, vous avez déjà checké le shipping. Pour l'Europe, le Canada et le Royaume-Uni, c'était quand même 16 $ américains, donc assez cher compte tenu du prix du jeu de base. Et pour nous, au Japon, c'était un poil moins cher, 15 $, ce qui n'est pas fréquent, mais malheureusement, je n'ai pas pu en profiter. Mais apparemment, comme je le disais pardon, un peu plus tôt tout à l'heure, cette campagne devrait revoir le jour théoriquement sur Kickstarter dans les mois ou peut-être l'année prochaine, dans les mois à venir, je pense, pour une nouvelle campagne avec une ampleur un petit peu plus conséquente, puisque visiblement, il y a quand même pas mal de gens pardon, qui se sont intéressés au jeu. Donc voilà pour Subsistence, que je pense on devrait revoir prochainement, donc à surveiller malgré tout. Encore un primo-éditeur, cette fois-ci avec Jungle Ball, qui vous permettra de jouer à la balle aux prisonniers avec des animaux de la jungle. Voilà. Voilà pour le pitch. Petit jeu de 15 minutes pour 2 joueurs et 5 ans et plus, donc très 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 accessible en termes de règles, j'ai l'impression. Vous le voyez, ceci dit, il n'y aura pas de version française, mais le texte est assez simple. Par exemple, ici, sur cette carte, vous avez une valeur chiffrée en haut à droite, le nom du personnage et ensuite son pouvoir. Ici, par exemple, force one player to rest, obliger un adversaire de se reposer, en gros. Bon, oui, c'est un paresseux, quoi, en gros. Hein. Pour l'instant, on a 59 contributeurs à 26 jours de la fin de la campagne. Le jeu n'est pas encore financé puisque son objectif est de 6 000 $ et ils en ont pour l'instant engrangé 2 861. Donc, c'est pas encore financé, ça devrait pouvoir se faire. En plus, c'est un jeu assez facile à sortir en famille, avec au moins un enfant et un adulte, disons. Ça nous vient de Ortho Games, qui était un primo-éditeur, comme je le disais tout à l'heure. La direction artistique est pas vilaine. Le matériel n'a pas l'air non plus dégueulasse.
j'ai envie de dire, pourquoi pas pour ceux qui voudraient initier leurs enfants ou au moins leur enfant, parce que c'est un jeu à 2 joueurs uniquement, au monde ludique. Ça pourrait être, ma foi, une expérience assez sympa, si tant est que les enfants en question parlent anglais, puisqu'il n'y aura pas de version française. Ou même d'ailleurs pour vous, si vous voulez un petit jeu sur un coin de table, assez sympathique, avec une direction artistique pas fantastique, mais pas dégueulasse, qui se joue rapidement, avec des animaux mignons, bon, pourquoi pas. Ensuite, rapidement sur les frais de port et le prix d'ailleurs du jeu que je t'ai pas mentionné. Le jeu de base est à 25 $ pour une copie du jeu, 45 si vous en prenez deux, et si vous en prenez 10, c'est 235, mais ça vous permet d'avoir une petite ristourne mine de rien. Ensuite, les frais de port, si vous êtes en Europe, et c'est 12, 15 ou 18 selon le nombre de copies que vous allez prendre. Pour le Canada, c'est 13, 16, 19, et pour nous, ce serait 25, 32, 40, donc aussi cher que le jeu lui-même. Pas hyper intéressant. Et c'est à peu près tout, ma foi, pour Jungle Ball, petit jeu de balle aux prisonniers avec des animaux anthropomorphes. 59 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, et on est déjà près de 3000 $ engagés, mais bon, c'est la moitié seulement de ce qu'il leur faudrait pour financer. On continue avec Sprites Battle Brawl, un petit jeu qui nous vient de Sprites Entertainment, là encore un primo porteur avec 44 contributeurs seulement et 27 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, on est pour l'instant à 1919 $ engagés sur 13 000 nécessaires. Ça sent un petit peu le sapin pour l'instant. Sachant qu'on va aborder le ventre mou de la campagne avec, comme d'habitude, hein, quand on arrive dans la deuxième semaine, un net coup de frein au nombre de backers par jour. Donc ça semble un petit peu difficile, ça sent un petit peu l'annulation, je pense, peut-être pour revenir dans quelques mois ou un an, je ne sais pas, on verra bien. Ou peut-être qu'ils vont continuer jusqu'à la fin de la campagne et échouer probablement, on verra, je leur souhaite le contraire bien évidemment. C'est un jeu qui va vous rappeler un petit peu thématiquement Pokémon, puisqu'en fait vous allez incarner des différents personnages qui font appel à des sprites, des petits esprits un petit peu similaires à ce qu'on peut voir dans Pokémon, qui vont aller combattre dans une arène. Donc c'est vraiment en termes d'atmosphère, d'approche thématique, un petit peu Pokémon. Vous pourrez aussi créer des combos, vous le voyez déjà ici d'ailleurs avec les logos que vous pourrez avoir parmi vos objets, l'objet que chacun de vos personnages pourra avoir ou acquérir. Faire des combos avec les petites créatures qui seront à votre disposition. Donc votre équipement sera amené à évoluer. Et aussi, attention, c'est un deck central commun à tous les joueurs. Donc il n'y aura pas de, comment dirais-je, de deck à acheter par la suite, façon Magic, façon donc Living Card Game, en gros, hein, les LCG. Ce n'est pas le cas ici, c'est une boîte et après c'est fini. Alors par contre, il y a aussi un autre petit point qu'on pourrait soulever, c'est que donc Sprites se présente comme un jeu avec un univers mature, un petit peu inspiré par Avatar, les films de Ghibli, etc., même s'ils assument clairement l'influence de Pokémon, comme ils écrivent plusieurs fois. Mature, disent-ils ici. Ouais, enfin, quand on regarde la direction artistique, ça fait quand même très très jeu pour enfants, il faut bien l'avouer. Donc c'est peut-être pas le cas, alors que les GIFs, encore une fois, ne chargent pas. À chaque fois que je fais le menu crowdfunding, les GIFs ne marchent pas, je ne sais pas pourquoi. Quand c'est pas le cas, ça marche. Bon, on verra, peut-être à l'avenir si je peux régler ce problème-là. Bon, je trouve qu'il y a un petit décalage entre la direction artistique et puis le discours tenu par le créateur qui propose un jeu riche et mature, alors que la direction artistique laisse plutôt penser à un jeu très 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 family friendly. Je n'ai pas encore dit d'ailleurs que c'est un jeu qui se joue de 15 à 30 minutes pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus. Donc là encore, on n'est pas trop sur un truc family friendly, en fait, 14 ans et plus. Alors je ne sais pas si les mécanismes sont aussi complexes que ce qu'ils veulent bien laisser penser par ça. Je pense que c'est plus une question, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le menu crowdfunding, d'éviter de faire certains tests qui sont nécessaires quand on mentionne un jeu à 8 ans et plus ou 12 ans et plus. Ça permet de passer outre quand on marque directement 14 ans et plus. Mais ceci dit, ils disent ici que ça peut être un jeu qu'on peut apprécier, qu'on soit un vétéran ou un novice des jeux de plateau, des jeux de cartes de ce genre-là. Et ils mentionnent aussi un truc assez amusant, l'idée qu'on serait devant une sorte de mélange entre Magic et Uno. J'ai un petit peu de mal à imaginer le mélange entre les deux, mais bon, soit. Quoi qu'il en soit, donc un projet assez coloré, assez mignon, quoi qu'on en dise, qui n'a pas l'air de révolutionner que ce soit, mais après, si vous êtes fan de jeux avec des petites bestioles façon Pokémon, mais qui ne sont pas des Pokémon, de confrontation dans une arène avec des pouvoirs uniques, bon, pourquoi pas, après tout, ça peut être assez marrant. Faut voir le prix.
ce qu'on va faire tout de suite, au-delà des petites peluches qui, elles, sont assez mignonnes, il faut bien l'avouer, c'est généralement pas le cas quand il y a des peluches qui accompagnent des jeux. Bon là, c'est pas vilain. Alors, les prix, disais-je, passons toutes ces photos. Alors, les prix, bah déjà, je ne les vois pas, donc on va aller directement dans la barre de défilement, ça ira plus vite. On est sur du 20 $ pour le pledge de base, je crois, oui, c'est ça. Ensuite, on peut aussi aller chercher le pledge à 45 $ et celui-ci vous propose une copie du jeu ainsi que quelques exclusivités de Kickstarter, comme de nouveaux personnages, par exemple, et aussi un tapis de jeu pour l'arène à la place des éléments en carton. Et pour ce qui est des shipping, eh bien pour l'instant, devant la situation actuelle du fret à travers le monde, ils sont, selon eux, dans l'incapacité de nous présenter un tableau clair des frais de port. Donc, ils attendront de collecter l'argent nécessaire pour produire le jeu, pour ensuite décider des frais de port. Bon, c'est quand même assez risqué tout ça, donc bon, c'est assez peu encourageant, bien évidemment, et je pense que ça explique en partie, au-delà du fait que ce soit un primo éditeur, le très faible nombre de contributeurs à l'heure actuelle. Donc voilà pour Sprites Battle Brawl, 44 contributeurs seulement, on est très très loin du seuil de financement. À 27 jours de la fin de la campagne, je doute que ça puisse se terminer mieux que ça. On enchaîne sur White Hat de Dragon Dawn Productions du côté de chez GameFound cette fois-ci. Alors, vous le allez le voir ici, hein, la campagne n'est pas encore commencée. Elle commencera demain, mais du coup, j'ai pas tellement le temps d'attendre la sortie sur GameFound. Et heureusement, la page est déjà assez riche en détails pour pouvoir le présenter, donc je le fais malgré tout. White Hat, c'est une sorte ré, de réédition, on va dire, de leur précédent jeu intitulé Black Hat. Donc là, ils se sont vraiment creusé la soupière pour sortir un nouveau titre. Donc merci à eux quand même pour cet effort. Et donc, disais-je, White Hat est donc une réédition en gros de Black Hat précédemment sorti par le même éditeur pour un 6 joueurs, des parties de 30 minutes environ, pour 9 ans et plus. Et c'est un jeu donc, qui, comme vous l'avez vu, hein, joue en solo potentiellement. C'est un jeu de trick-taking, autrement dit, c'est un jeu de pli, mais un jeu de pli avec un twist. Alors moi, je ne suis pas très très fan des jeux de pli, même si je peux en apprécier certains par moment, une fois de temps en temps, pourquoi pas, avec une approche un petit peu différente et quelques twists, puisque ici on a une sorte de thématique qui tourne autour des hackers, du FBI, etc. Et au-delà de ça, vous allez avoir un plateau central. Alors on va essayer de remonter, on l'a vu tout à l'heure, ici. Voilà, ici, vous allez avoir un plateau central, en plus des plis que vous allez faire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez gagner un pli, vous allez vous déplacer sur l'ensemble de ce plateau. Et vous allez voir, il y a également des points sur chacune des cases. Lorsque vous gagnez un pli, vous avancez, sachant que vous allez également sauter une case lorsqu'elle est déjà occupée. Et vous allez gagner le nombre de points affichés sur cette case. Attention toutefois, à la fin de la partie, ce n'est pas celui qui a le plus de points qui l'emporte, mais bien celui qui en a le moins. Donc en gros, parfois, il sera mieux pour vous d'éviter de gagner un pli pour pouvoir éviter de, par exemple, aller gagner 3 points. 3 points à gagner, c'est typiquement ce que vous ne voudriez pas faire. Vous voudriez plutôt aller choper du -1, par exemple, ou amortir les dégâts en gagnant seulement 1 point, par exemple. Et donc, à la fin de la partie, après une trentaine de minutes, eh bien, vous allez voir, en fonction du nombre de points que vous avez, celui qui en aura le moins l'emportera. Le jeu coûte 19 € au lieu de 25 lorsqu'il arrive en magasin, si toutefois il arrive en magasin dans nos contrées, ce qui n'est pas garanti du tout. Vous pourrez aussi acquérir un autre jeu du même éditeur, à savoir Darwin, apparemment. Euh, ensuite, d'autres jeux du même éditeur qui sont proposés en pledge, entre guillemets, groupé, on va dire. Et c'est à peu près tout, ma foi, puisque après, bon, on va juste aller voir d'autres jeux du même éditeur, mais bon, ça, c'est plus à ajouter dans le Pledge Manager, à mon avis. Et pour l'instant, les différents stretch goals, ben, la campagne n'étant pas encore débutée, je ne peux pas en parler plus que ça non plus. Pour le shipping, l'Europe, on est sur du 8 €. Ce n'est pas non plus déconnant à ce niveau-là. Pour les États-Unis, 11 €, on s'en fout un peu, puisque bon, en général, le public du menu crowdfunding n'est pas trop aux États-Unis. Et pour le reste du monde, donc pour nous potentiellement, 12 €. Voilà, pour un petit jeu qui n'a pas l'air inintéressant au demeurant, qui a d'assez bons retours. Si vous checkez un petit peu sur BGG, ça n'a pas l'air mauvais. Après, la direction artistique n'est pas fantasmagorique non plus, soyons honnêtes, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus très très joli. Mais ça propose au moins un twist, une petite nouveauté dans l'univers un peu du jeu de pli, pardon, j'en perds mes mots.
Voilà pour White Hat, qui devrait se lancer demain, mais je ne sais pas jusqu'à quand pour le coup, puisqu'on n'a pas encore lancé la campagne. Mais je reviendrai bien entendu sur son cas lors du suivi du menu crowdfunding, dès lors qu'on en apprendra un petit peu plus, notamment sur les stretch goals, etc. Et c'est à peu près tout pour les petites mentions honorables de la semaine. Il nous reste maintenant 4 projets à aller voir parmi les gros projets de la semaine. Vous les voyez déjà de toute façon, il n'y a jamais aucun suspense dans ces vidéos. Il s'agit de Marvel Zombies, Total War Rome, Ostia et Urto, petit projet français de la semaine. Sur ce, est-ce qu'on aura cette semaine un coup de cœur? On verra bien, ce serait bien la première fois depuis un bout de temps. Reste à le découvrir. On est parti. Et le premier gros projet de la semaine, eh bien, c'est potentiellement le projet qui fera le plus de fric cette année. Peut-être, on verra bien. Il nous reste encore de longs mois devant nous avant d'en avoir le cœur net. Mais Marvel Zombies Zombicide Game, donc le nouveau jeu zombicide avec la licence Marvel, va certainement atteindre un énorme chiffre. C'est d'ailleurs déjà le cas, si vous allez regarder, on était à 3 000, non pardon, 3 000, 3 millions, pardon, 3 902 395 $. L'objectif de 500 000 $ nous semble très petit en comparaison avec le chiffre d'ores et déjà atteint en moins d'une semaine. On est déjà à près de 4 millions de dollars. 15 600 contributeurs à l'heure actuelle, et il reste un petit peu moins de 2 semaines avant la fin de la campagne. Bon, compte tenu qu'on est à 4 millions de dollars actuellement, les différents stretch goals qui vont se dévoiler au fur et à mesure de la campagne, je pense qu'on peut théoriquement songer à un 10 millions de dollars. Ça me semblerait énormissime, mais c'est pas totalement improbable. On verra bien ce que ça donne, mais ça me semble jouable. Mais dans tous les cas, je pense que ça ira très facilement vers les 8 millions de dollars d'ici la fin de la campagne. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous apprendre grand-chose que vous ne saurez pas déjà, puisque bon, Zombicide, c'est quand même une des séries les plus célèbres du jeu de société depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus du fait de l'univers qui est quand même composé beaucoup de zombies, même si cette fois c'est Marvel zombies, donc des super-héros zombifiés, ou des super-vilains modifiés d'ailleurs, enfin zombifiés également. Mais ça reprend en gros tout ce qui est règles de zombicide, avec certainement petit twist par-ci, par-là, mais en gros, c'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, environ 1 heure la partie, avec cette fois, en lieu et place des zombies, des super-héros qui seront évidemment donc des zombies bien plus compliqués à affronter, mais heureusement, vous aurez vous aussi des super-héros pour les affronter. Alors ici, il y a 2 modes de jeu en fait. Si vous prenez le pledge de base à 130 $, vous êtes dans le zombie mode, c'est-à-dire que vous allez jouer des héros zombifiés et vous allez chercher à bouffer des gens, même à bouffer d'autres héros d'ailleurs, et à vous défendre, entre guillemets, si tant est qu'un zombie puisse se défendre à proprement parler, contre les différents super-héros qui, eux, ne sont pas encore zombifiés, et également contre les différents agents du SHIELD, qui sont un peu les gentils dans l'univers Marvel, si j'ai bien compris. J'avoue ma grande incompétence en matière de connaissances marvelesques. Et attention, il y aura un mécanisme assez intéressant qui fait que la faim que vous pourrez éprouver, que votre personnage pourra éprouver, vous rendra plus fort. Par contre, vous devrez forcément manger de temps en temps, dévorer de temps en temps, afin de pouvoir maintenir le contrôle de votre personnage. Alors, le matériel est forcément assez fou, hein, c'est du Simon, malgré tout, hein, je ne l'ai pas encore mentionné, mais l'éditeur, c'est bien sûr Simon. Simone, je le prononce en anglais, je ne sais pas comment ça se prononce en vérité. Hein. C'est peut-être Scommon, je ne sais pas comment ils sont censés prononcer ce nom-là, je l'appelle Simon, moi ça me fait marrer. Bref, vous voyez ici, donc le matériel sera forcément très très luxuriant, comme souvent c'est le cas du côté de Simon, justement, avec beaucoup de miniatures de très bonne qualité visiblement, des jolies dés, bon, pas fantastiques mais jolies, et puis des plateaux individuels sur lesquels vous pourrez placer le petit plateau individuel du héros zombifié que vous aurez choisi, un petit cube pour faire évoluer sur certaines compétences, enfin certaines conditions, vos personnages, et puis peut-être des cartes que vous pourrez acquérir en cours de partie également. Ça, c'est donc pour le pledge de base à 130 $. Vous avez un pledge supplémentaire à 240 $ qui vient vous apporter, en plus du jeu de base déjà mentionné, une boîte supplémentaire qui est donc la boîte X-Men Resistance. En fait, cette fois-ci, elle vous permet de jouer le mode Hero, qui vous permet de jouer un des derniers héros encore survivants de cette apocalypse zombie, et qui vous permet donc de les affronter, ces fameux héros zombifiés. Donc en fait, c'est l'envers du jeu de base.
Vous pourrez aussi essayer de sauver différents passants, différents habitants qui n'ont pas encore été dévorés, pardon, pas développés. Et puis, au-delà de ça, vous pourrez aussi accumuler de différents pouvoirs pour accomplir des actions héroïques avec vos personnages qui seront boostés par ces nouvelles compétences. Ensuite, nouveau pledge à 410 $. Celui-ci fait très très mal aux fesses avec un pledge Galactus. Galactus qui, vous le voyez, a une miniature absolument énorme. Alors, je ne sais pas si c'est exactement à l'échelle, mais j'ai cru voir quelque part, pas sur la campagne, mais quelque part sur Internet, que la miniature en question faisait environ 60 cm. Ce qui me semble assez démesuré, mais bon, au-delà de ça, quand on est fan, j'imagine. Ça vient donc s'accompagner des deux jeux, du jeu de base plus l'extension X-Men Resistance, ainsi que cette énorme miniature qui s'accompagne également d'une sorte de, comment dirais-je, de variante un petit peu différente, dans laquelle vous pourrez affronter le challenge du surfeur d'argent, qui est un peu le héros de Galactus, le héros H-E-R-A-U-T, hein, pas O-S. Et donc, en plus du nouveau matériel, une sorte de petite variante supplémentaire, j'ai l'impression, donc une sorte d'extension Galactus, le dévoreur de planètes en gros. Plus tous les stretch goals, bien évidemment. Les stretch goals, vous les voyez déjà ici, on en débloquera un petit peu, je crois, tous les jours. Hein, c'est peut-être fonction des sommes engrangées, mais je crois que c'est plus du journalier, hein, je crois. Ensuite, vous avez une petite description de ce que va contenir chacune des deux boîtes. Alors, beaucoup de miniatures, généralement très très bien réalisées. Ici, vous avez la version zombifiée de différents héros tels que Captain America, Hulk ou encore Captain Marvel, qui sont dégueulasses à souhait, comme on pourrait l'attendre de zombies de ce genre. Les différents plateaux avec un petit peu d'asymétrie pour chacun des héros en question, enfin héros qui n'en sont plus véritablement, puisqu'ils sont maintenant des zombies qui bouffent des innocents, mais bon, vous aurez compris un peu là où je veux en venir. Et donc, un petit peu d'asymétrie pour chacun de ces joueurs, de ces personnages, que vous pourrez incarner dans ce mode donc coopératif. Ensuite, différents traits, des traits de zombies que vous pourrez ajouter sur votre plateau sur la droite, si vous vous rappelez, je vais vous le remontrer rapidement. Voilà, ici, hein, vous pourrez mettre des traits de personnages sur votre plateau personnel et ils vous fourniront de nouvelles compétences utilisables par votre personnage, comme ici, par exemple, du self-cannibalisme, cannibalisme, c'est ça. Je mélange l'anglais et le français encore une fois, qui vous permettra de défausser et de souffrir d'une blessure pour pouvoir accomplir une action gratuite supplémentaire. Donc, voilà, quelques petites actions un petit peu différentes qui va ajouter un petit peu d'asymétrie supplémentaire par rapport à ce qui est déjà présent sur les plateaux individuels. Ensuite, vous avez les différents passants. Vous pourrez donc bouffer tous ces passants. Par exemple, vous pourrez aller bouffer Mary Jane, par exemple. Vous pourrez aller bouffer même la tante May, même si elle n'est peut-être pas de la première fraîcheur pour le coup, mais bon, peu importe, j'ai l'impression. Le mécanisme de fin qui est dévoilé ici, mais bon, je ne vais pas non plus entrer trop dans les détails parce que je pense que je pourrais passer 15 minutes sur un jeu qui pourtant ne m'intéresse pas outre mesure. Vous avez ensuite ici les miniatures des troupes du Shield, avec les différents gardes qui ont, j'ai l'impression, différents niveaux. Hein. Ici, par exemple, les gardes, les spécialistes sont peut-être plus puissants, je pense, que les simples troupes. Ensuite, on a les ennemis, qui sont, eux, des super-héros encore en vie, encore en état de se battre contre vous qui êtes des zombies. Donc Spider-Man, Thor, Miss Marvel, Doctor Strange, etc., qui, eux, sont encore en bonne santé. Et encore une fois, très, très jolie miniature, il faut bien le dire. Peut-être pas hyper détaillée, mais en tout cas très jolie malgré tout. Ensuite, les tuiles qui vont composer la ville de New York, vous en aurez 9 qui sont double face, tout un tas de tokens bien évidemment, y compris un signe de premier joueur, j'ai l'impression, mais je ne me suis pas trop penché sur le sujet. Ensuite, passons au contenu de l'extension X-Men Resistance, avec donc les différents héros de X-Men que vous pourrez contrôler, qui eux encore sont encore en bonne santé, qui vont tenter eux de sauver des passants tout en foutant une peignée aux héros zombifiés. Voilà, Wolverine, Magneto, etc., etc. Là aussi, des traits, mais cette fois-ci des traits héroïques, comme le ici Power Up, qui vous permettra de défausser une carte, en fait, comme tout à l'heure avec le self-cannibalisme, de défausser une carte pour pouvoir accomplir une action gratos. Donc en fait, c'est un peu la même chose, c'est l'autre facette des héros zombifiés. Ensuite, les autres passants que eux, vous pourrez être amenés à sauver, sachant que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, les passants que vous sauvez, eh bien, ils vous permettront aussi de vous aider en fait, au cours de la partie. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser certaines de leurs compétences. D'ailleurs, vous le voyez, hein, ce sont exclusivement, je pense en tout cas,
des passants qui sont présents dans l'univers Marvel, c'est pas des nobody, c'est des gens connus de l'univers Marvel. D'ailleurs, ici, Maliko Yashida, un personnage japonais, je ne sais pas du tout de quel comics elle est censée venir. Quoi qu'il en soit, même chose pour le matériel, hein, c'est du très très beau matos, encore une fois, avec tout plein de zombies dans tous les sens, avec ici des zombies de... Pas de X-Men exclusivement, mais ça, si, je crois que c'est que des X-Men, avec par exemple le Juggernaut, le Cyclops, Sabretooth, etc. Tout ça en mode zombifié du plus bel effet. Et ma foi, je vous laisse un petit peu découvrir le reste par vous-même. Vous avez le Galactus the Devourer avec sous tous les angles cette énorme miniature de 62 cm, donc c'est bien dévoilé ici dans la campagne également, avec 45 cm, pardon, pas 45 mètres, 45 cm de diamètre, et puis donc le matériel qui vient l'accompagner avec cette petite extension propre à ce niveau de pledge. Et ma foi, on passe un petit peu sur le surfeur d'argent, hein, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, on va aller voir directement les frais de port. Là aussi, ça va piquer un petit peu, bien évidemment, mais vous avez le choix entre deux options, à savoir recevoir tout d'un bloc ou passer par ce qu'on appelle communément deux waves, un envoi en deux vagues, à savoir une vague prévue théoriquement pour octobre 2022 pour le jeu de base. Par contre, vous recevrez la suite dans un autre envoi, bien évidemment, mais généralement, ça coûte plus cher, normal, ça fait 2 envois. Ou vous pouvez prendre aussi une livraison en une seule fois, mais cette fois-ci, c'est prévu pour juin 2023, donc il vous faudra attendre 6 mois en gros, enfin un peu moins d'un an, entre 6 mois et un an supplémentaires pour pouvoir obtenir l'ensemble, à savoir le jeu de base et ses extensions. Si vous êtes vraiment impatient, si vous avez hâte de pouvoir mettre les mains sur le jeu de base, vous pouvez prendre l'envoi en 2 fois, mais ça vous coûtera plus cher. Sachant que la TVA sera également ajoutée par la suite, j'ai l'impression, dans le Pledge Manager. Alors pour ce qui est des frais de port, eh bien, vous allez comprendre très rapidement, c'est décomposé par niveau de pledge, le pledge Undead, le pledge Resistance et le pledge Galactus, et pour chacun des pledges, c'est décomposé là encore en 2 parties, un envoi ou en 2 fois, donc une wave ou 2 waves, donc une vague ou 2 vagues, donc un envoi ou 2 envois. Si vous êtes en Europe par exemple, comme la majorité des spectateurs de l'émission je pense, dans le most countries, donc la France bien évidemment, si vous prenez en une vague, donc un seul envoi, eh bien, vous paierez bien évidemment moins cher, à savoir entre 15 et 29 $. Alors pour l'instant, la fourchette est quand même assez large, on va quasiment du simple au double, ça pique un petit peu. Je pense que ça dépend essentiellement de l'incertitude que l'on expérimente actuellement en termes de frais de port. La situation du fret international est pour l'instant dans un flou artistique qui ne nous permet pas vraiment de définir les frais de port de manière précise, et du coup, pour l'instant, vous devrez vous contenter d'un 15 à 29 $ si vous prenez une seule vague. Mais c'est assez peu satisfaisant dans le sens où si vous prenez 2 vagues, ça pourra osciller de 27 à 52, donc potentiellement moins cher que le 29 qu'on voit ici. Donc bon, c'est un petit peu à la louche tout ça. Donc 27 à 52 $ si vous prenez l'envoi en 2 fois. Pour le Pledge Resistance, donc le Pledge de base plus son extension avec les X-Men héroïques et encore vivants, etc., ce sera 16,32 ou 29,55. Pour le Pledge avec l'extension de Galactus également, ce sera encore un peu plus cher, 36,80 ou 50 à 100 $ de frais de port si vous prenez en 2 fois. Ça pique. Et juste par curiosité, pour nous, de notre côté, on est dans Other Countries, dans le Asia Hub, 29, 58, 48, 81, ça commence déjà à piquer, 35, 77, 53, 100, 108, 290, 126, 314. Ouf. Voilà qui pique sévèrement. Bref, vous aurez compris, les frais de port vont piquer un petit peu, mais bon, de toute façon, actuellement, qu'est-ce qui ne pique pas en termes de frais de port? Quelle campagne? Si ce n'est les petites campagnes avec des jeux de poche vraiment très très réduits. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire autour de Marvel Zombies, ce nouvel épisode de Zombicide en collaboration avec la licence Marvel, donc tous les héros, y compris leur version zombifiée, et on est en train de péter des scores dans tous les sens, avec donc près de 4 millions de dollars et 15 600 contributeurs à l'heure actuelle, à 13 jours de la fin de la campagne. On en parlera bien évidemment encore lors du prochain suivi du menu crowdfunding, le prochain, pas celui de la semaine à venir, mais celui de la semaine suivante, puisque je ne parle jamais dans le suivi du menu des jeux présentés 3 jours avant. Bref, voilà pour Marvel Zombies.
Allez, on enchaîne maintenant sur Total War Rome, The Board Game. Et oui, parce qu'il s'agit d'une version jeu de plateau d'un jeu précédemment connu pour sa version vidéo, qui a été un assez gros succès d'ailleurs. Les retours en sont plutôt très positifs. On est déjà sur 1423 backers, avec encore 17 jours de campagne avant de se terminer, soit 216 000 livres d'accumulés. Ça doit faire, plus de 300 000 euros, j'imagine, ce qui est quand même un très joli résultat, même si on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux compte tenu du succès énorme de la licence sur la plateforme de jeux vidéo. C'est donc plutôt un assez joli résultat, même si on peut contrebalancer en se disant que avant le début de la campagne, il y avait, je sais plus, entre 15 et 20 000 personnes abonnés à la pré-campagne sur GameFound et que seulement 1500 environ se sont convertis en backers. C'est pas extraordinaire en termes de taux de conversion. Et ceci dit, peut-être que certains attendent simplement quelques jours supplémentaires ou le défilé des stretch goals pour en apprendre un petit peu plus, pour voir si vraiment ça les tente. Mais on peut déjà mettre un petit frein à la réussite de Total War Rome, peut-être en partie, notamment dû au prix. Parce que le prix est assez élevé. Alors attention, le jeu est disponible en français, ainsi que 6 autres langues déjà disponibles. Bon, j'oublie les informations essentielles, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour environ 150 minutes. Bon, on nous dit sur BGG que les parties durent entre 2 et 3 heures, mais selon le nombre d'extensions que vous y ajoutez, un nombre d'extensions assez conséquent présent sur la campagne, vous ajouterez en cela aussi du temps de partie. Donc 1 à 4 joueurs qui peut être aussi du 1 à 5 joueurs selon les extensions, là encore, que vous ajoutez, 150 minutes de la partie. Bon, en gros, c'est un jeu de contrôle de territoire, un jeu de conquête à l'époque de la Rome antique, où vous pourrez incarner différentes factions, à savoir bien entendu Rome, ça c'est un petit peu l'évidence. Alors vous le voyez ici, chacun des joueurs va prendre en sa possession un plateau individuel représentant sa faction, ici Rome par exemple, ainsi que les cartes qui l'accompagnent, les marqueurs, les tokens, les miniatures, tout un tas de miniatures assez bien réalisées, dirais-je, assez jolies. Bon, le plateau individuel, par contre, c'est assez austère, c'est un petit peu sombre, mais bon, ça reste lisible. Vous voyez également qu'on a un arbre de compétences, un arbre de technologie, devrais-je plutôt dire, qui vous permet de vous développer en fait au fur et à mesure de la partie, pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. On a aussi les barbères qui sont les germains, en fait, qui viennent eux aussi avec leur plateau individuel, un arbre de compétences différent, bien entendu, et puis tout ce qui s'ensuit de personnalisation pour chaque faction, donc les miniatures, les cubes de couleurs différentes, etc., etc. On a aussi Carthage, même chose, et puis enfin les Grecs. Et vous aurez d'autres factions en plus dans les extensions complémentaires. Voilà. Alors, on va aller voir justement un petit peu les pledges, ainsi que les extensions, les extensions qui nous apportent des factions supplémentaires. Le pledge de base, 82 $, et ce n'est que le pledge de base. Donc là, vous vous dites, bon, 82 $, bon, ça reste à peu près jouable, mais 82 $, c'est 4 factions uniquement. Alors certes, il y a beaucoup de matériel, mais pour 82 $, avec seulement 4 factions, on aurait quand même pu espérer bien mieux de ce point de vue-là, et je pense que c'est l'un des freins de la campagne, peut-être le prix comment dirais-je, le ticket d'entrée pour le jeu de base est un petit peu élevé à 82 $. Ensuite, vous avez aussi un pledge tribune qui vous coûtera 100 $, qui s'accompagne d'une extension, un booster qui vient s'accompagner de nouvelles extensions avec de nouvelles factions, plutôt, devrais-je plutôt dire. Ensuite, le pledge deluxe, qui est une sorte de gros all-in pour 217 $. Là, ça commence à piquer. Ils font peut-être pas parler la poudre tellement au niveau des nombres de contributeurs, mais par contre, ils font péter le all-in à 220 $. C'est assez cher. Bon, là, évidemment, vous aurez masse d'extensions avec celles qu'on a déjà mentionnées ici tout à l'heure, mais également 3 autres extensions complémentaires et du matos avec des pièces en métal, ce qui n'était pas le cas dans les pledges précédents, ainsi que des miniatures pour les bâtiments. Donc évidemment, c'est un gros apport de matériel supplémentaire, en plus d'être aussi un apport en termes de gameplay. Mais quand même, ça pique un peu au niveau du prix. Ceci dit, les frais de port, on le verra plus tard, sont relativement généreux de ce point de vue-là. Alors, un petit point sur chacune des extensions, justement. Celle qui est fournie dans le deuxième pledge qui est ici, eh bien, donc, c'est la Faction Booster Expansion. Elle vient avec 8 nouvelles factions. Et là, on se dit quand même, 8 nouvelles factions, vous n'auriez pas pu en mettre ne serait-ce que 6 ou 8 dans le jeu de base. Pourquoi s'être limité à 4? C'est un petit peu dommage quand on sait qu'on y avait quand même 8 derrière. Bon, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, mais bon, il faut bien qu'il se fasse un petit peu de blé aussi. Ceci dit, bon, 38 $, c'est un petit peu cher.
Ensuite, on a l'extension Alexander, donc Alexandre le Grand, qui là encore vient s'accompagner de nouvelles factions, à savoir 5 nouvelles factions, 50 nouvelles mini, 60 contrôles, enfin 60 marqueurs de contrôle et de cubes de contrôle, etc., 275 cartes d'unité. Donc bref, là c'est une grosse extension pour 63 $ qui vous proposera en plus d'incarner Alexandre le Grand ou de lutter contre lui pour 1 à 5 joueurs. Ensuite, on a aussi l'extension Battle Play Expansion, donc qui vient rajouter une nouvelle mécanique pour les combats encore plus proches de celle du jeu vidéo. Pour 17 $ on adonne. Et puis, on a l'extension Emperor, qui là se focalise plus sur Rome et en fait sur une sorte de lutte politique pour que vous essayiez au subjonctif de prendre place au Sénat, puis devenir l'empereur de Rome. Et ensuite, en add-on, on a aussi les pièces de métal pour 10 $ et puis toutes les miniatures de bâtiments et d'amélioration de vos bâtiments pour 10 $. Mais bon, le tout en un seul pledge, ça fait quand même une sacrée somme. 163 livres, disais-je tout à l'heure, ça fait donc, parce que je suis assez mauvais en termes de conversion livre-dollar, 217 $, soit environ 200 € en gros. Donc c'est quand même assez chéro. D'autant plus quand on sait que bon, le jeu de base se limite à 4 factions seulement. Certes, ça leur permet de faire un jeu encore à peu près abordable pour le jeu de base, mais quand on voit tout le matos qu'il y a à côté, c'est difficile de se contenter uniquement de ce pledge de base. Ensuite, bon, bah, tout ce qui est stretch goals, évidemment, vous allez voir des miniatures supplémentaires, vous allez voir des nouvelles factions aussi qui vont venir s'inclure au pledge de base. En tout cas, je crois, il faudra vérifier avec les petits icônes. Je vais passer un petit peu rapidement, mais regardez les icônes qui sont ici. Elles apparaissent également à côté des pledges. Vous les voyez ici. Donc, à mon avis, vous en aurez quelques-unes peut-être en plus, potentiellement, dans le jeu de base également. En tout cas, il faut l'espérer. Donc voilà, on fera peut-être un petit point supplémentaire sur les stretch goals lorsque le jeu arrivera dans le suivi du menu crowdfunding d'ici une semaine et demie. Il y en aura bien sûr d'autres à venir, ainsi que par exemple des tours de dés. Ensuite, passons directement aux frais de port, sans trop passer de temps sur le gameplay. Bon, le gameplay, on le fait quand même. On a une phase d'initiative avec, comment dirais-je, une sorte de pari. Celui qui mise le plus prend l'initiative pour ce tour. Ensuite, vous pouvez envoyer des différents agents pour effectuer des négociations, mais également pour aller tuer des leaders de factions, par exemple, ou provoquer des riots, des échauffourées, quoi, en gros, disons. Ensuite, une phase de taxation qui est en fait la phase où vous allez remporter de l'argent pour ce tour, en fonction des conquêtes que vous aurez précédemment effectuées, des différentes évolutions que vous aurez apportées à votre plateau personnel. Et ensuite, il y aura la phase de campagne, pas la campagne, la campagne, où vous vous foutrez la tronche, sur la tronche pardon, les uns les autres pour contrôler certains territoires, bien entendu. Et ensuite, vous pourrez dépenser l'or que vous aurez durement acquis en évoluant sur votre plateau individuel ou en améliorant les bâtiments que vous pourrez poser sur les zones contrôlées pour améliorer comment dirais-je, les compétences de votre faction ainsi que ce qu'elle est en capacité de produire, de faire pour les prochains tours. Voilà. Je disais donc les frais de port, shipping, alors pour l'Europe, voilà. Alors les frais de port pour l'Europe, on est sur du 12, 12 et 15 livres en fonction du niveau de pledge qui sera le vôtre. Bon, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, les frais de port, eux, oh, tiens, ça bouge tout seul, les frais de port sont relativement généreux, ils ne sont pas trop déconnants. Pour ce qui est du Canada, pour ceux d'entre vous qui se retrouveraient là-bas, éventuellement, 18, 19 et 21 livres, c'est un petit peu plus conséquent, mais bon, ça reste à peu près abordable. Et nous, pour l'Asie, on est dans la zone 2 de l'Asie, comme c'est indiqué ici, juste par curiosité, 16, 19, 25, bon, c'est pas outrancier non plus. Après, c'est pas le type de jeu qui m'intéresse outre mesure, donc je pense pas que Xavier ni moi n'en serons, mais ça reste un des gros projets de la semaine, qui était relativement attendu, même si je pense qu'on peut parler de semi-déception pour l'instant en tout cas, avec seulement 1425 backers pour l'instant en 3-4 jours de campagne. C'est pas extraordinaire pour un projet qui était aussi attendu, peut-être en partie à cause du prix. On continue avec Hurto, le jeu francophone de la semaine. Ce n'est pas le seul, bien évidemment, mais directement francophone, d'origine francophone, qui vient de Suisse. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties de 30 à 75 minutes pour 10 ans et plus. Déjà 160 contributeurs à 25 jours, 26 jours de la fin de la campagne, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, 25 jours je pense, lorsque la vidéo sera en ligne. Donc il reste encore pas mal de temps, mais pour l'instant, ce n'est pas financé. On est à 8 000 € sur 15 000 nécessaires, donc un peu plus de 50% du seuil de financement.
Ça devrait pouvoir se faire sur le long terme, mais c'est pas gagné vu que là, on va quand même entrer un petit peu dans le ventre mou de la campagne. Pour en apprendre un petit peu plus, concernant le jeu et son gameplay, je vous proposerai directement d'aller voir la vidéo, alors les vidéos sont là, voilà. La vidéo ou les vidéos, d'ailleurs il y en a plusieurs, hein, mais la vidéo notamment de Nyx qu'il a fait récemment, pour présenter le jeu assez en détail, mais également la société des jeux avec Martin qui en a fait une très bonne vidéo également, et celle de On joue dessus que j'ai pas eu le temps de regarder, ni d'ailleurs celle de Meeple Reporter. Désolé les gars, je ne veux pas regarder toutes les vidéos non plus. Bref, quoi qu'il en soit, je vous renvoie vers toutes ces vidéos pour en apprendre un petit peu plus en termes de gameplay. On va passer un petit peu rapidement pour le coup. C'est un jeu relativement simple et abordable, relativement familial, on l'a vu, hein, 10 ans et plus, où en fait vous allez vous aventurer dans cette sorte de caverne, et à chaque fois que vous allez progresser, vous allez ajouter un petit token qui influera la suite du jeu. Ça permettra d'avancer ou d'avoir des confrontations face à des adversaires, et ainsi de suite. Donc une assez forte rejouabilité, puisque au fur et à mesure des parties, bien évidemment, les mêmes tokens ne se retrouveront pas aux mêmes positions. Et puis ça vous permettra aussi d'établir certaines stratégies. Est-ce que je me roriente vers cette case qui est inconnue pour l'instant, ou vers une case connue, etc. Donc quand même pas mal de stratégies à mettre en place, même si ça reste un jeu très très accessible. Vous voyez également sur la gauche ici plusieurs personnages, puisqu'en fait le jeu s'accompagne de différents personnages légèrement asymétriques. Vous pourrez choisir parmi 5 héros, et donc c'est avec ces héros que vous aurez le choix de l'opportunité d'aller construire votre map, votre carte, avec, vous voyez ici un petit peu sur les coins de la map, des bonus supplémentaires, notamment par exemple des armes divines, qui seront bien évidemment des outils puissants pour réussir à accomplir votre quête finale, et puis toutes ces petites opportunités diverses et variées qui s'offrent à vous sur le plateau, qui sont des rencontres, des confrontations, des bonus, etc. Ensuite, bon, les armes divines, on les a déjà mentionnées, qui vous permettront d'aller ravager un petit peu la tronche de différents monstres qui s'opposeraient à vous. On a aussi des champignons, qui sont d'énormes monstruosités fongiques, qui vous bloqueront l'accès à certaines salles, mais vous pourrez les détruire notamment. Voilà, pour ce qui est du lore, vous avez un petit peu ici le monde de Hurto, hein, qui est en fait le gardien de cette grotte sacrée, un lieu accessible lors d'une unique occasion, la mort du dernier porteur de l'âme d'Hurto. Cette âme, cadeau d'Hurto au champion le plus valeureux, recèle un pouvoir si puissant que tous les royaumes envoient leurs meilleurs héros afin de s'en emparer. Bon, après, le lore, est-ce qu'il est essentiel pour jouer à Hurto? Non, c'est un jeu très accessible qui n'a pas besoin d'un lore extraordinaire, mais c'est toujours plus sympa quand il y en a un malgré tout. Alors ensuite, les héros. Vous avez donc ici 5 cas. Alors, bon, on peut penser ce qu'on veut de la direction artistique, c'est pas vilain, mais c'est pas trop mon truc. Je vais l'avouer honnêtement, hein. Alors 5K, vous le voyez ici, contrairement à Molzor ou à Birdwise, je ne sais pas comment on prononce ça, ou Oriandra, vous voyez ici sur les petites infographies, diront, qu'ils ont des spécificités un petit peu qui leur sont propres. Ils n'ont pas le même gameplay exactement. Certains progresseront moins vite que d'autres, par exemple. Ici, on voit par exemple que 5K a une capacité de progression assez faible, alors que, par exemple, Oriandra, elle, peut se déplacer beaucoup plus rapidement, et ainsi de suite. Donc, vous aurez 5 personnages comme ça que vous pourrez choisir et qui seront légèrement asymétriques, légèrement quand même. Le petit how to play, donc vous allez explorer la caverne, découvrir ce qui s'y trouve en mettant de nouveaux tokens sur les cases qui vous entourent et qui sont actuellement inexplorées. Vous pourrez aussi chercher ce qui se trouve dans chacune des salles, combattre certaines créatures, avancer plus en avant, détruire certains champignons qui bloquent votre chemin, aller collecter des points d'honneur, en gros, des points de victoire. Et puis voilà, c'est à peu près tout en fait, hein. Vous allez progresser jusqu'à la fin pour ensuite faire face à Hurto, si j'ai bien compris le principe du jeu. Le livret de règles est déjà disponible en français. Vous pouvez même déjà tester le jeu sur Tabletopia pour vous faire un petit peu la main et un premier avis sur le jeu. Ensuite, on va passer un petit peu rapidement sur le matériel, etc., pour aller directement voir les frais de port et ainsi que le prix du jeu, que je n'ai pas encore mentionné d'ailleurs. Le jeu lui-même, on passe directement aux frais de port. Donc le jeu lui-même, on va passer sur ici la barre de défilement, 39 € pour un pack solo, c'est-à-dire un pack qui comprend le jeu. 39 € pour le pack solo, à savoir donc une copie du jeu ainsi que tous les stretch goals. Pour l'instant, il n'y en a évidemment aucun puisque le jeu n'est pas encore financé. Vous aurez aussi un pledge à 59 € pour prendre 2 copies du jeu, ou à 69 € pour inclure aussi un autographe, une copie du jeu plus un autographe, mais bon, c'est plus un pledge de, comment dirais-je,
j'en perds mes mots quand j'ai mal au crâne comme ça, de mécénat en gros, hein. Vous lui donnez, donc c'était 30 € supplémentaires pour avoir un autographe. Un autographe, c'est pas forcément quelque chose d'essentiel à mon avis, mais bon, c'est plus pour être sympa, pour aider un petit peu le projet. Quoi qu'il en soit, pour, le shipping, on va passer un petit peu sur les niveaux supplémentaires parce que c'est encore des duos, trucs comme ça. Le shipping, lui, est à 15 € si vous vous situez en Europe, 20 € si vous prenez 2 jeux. Donc évidemment, je vous encouragerais plutôt à prendre 2 jeux, quitte à en offrir un ou au mieux de faire une sorte de mini pledge groupé à 2 personnes pour pouvoir réduire un petit peu les frais de port. Si vous êtes au Canada, c'est du 24 à 30 €. Et puis si vous êtes en Suisse, bien évidemment, c'est le pays du concepteur, donc c'est un tout petit peu moins cher, 11 € à 15 €. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, si ce n'est que le jeu devrait théoriquement vous parvenir entre janvier et mars 2023. Et voilà, c'est tout pour Hurto, le projet francophone de la semaine, même si pour l'instant, bon, il peine un petit peu à aller chercher son seuil de financement, mais ça devrait pouvoir se faire. En tout cas, on l'espère, on lui souhaite. Allez, on enchaîne et on termine par Ostia. 318 contributeurs, 29 jours avant la fin de la campagne et déjà 5 millions de yens accumulés, soit environ 40 000 € en gros. Donc le projet est déjà largement financé pour 2 à 4 joueurs, mais avec un mode solo à venir. Alors vous avez un petit aperçu déjà du matériel, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes présent sur la chaîne depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Nous en avons récemment fait une review ainsi qu'une expli partie pour vous montrer un petit peu le potentiel du jeu en gameplay. Et puis aussi, bon, on l'annonce encore une fois de manière un peu plus officielle, nous allons nous occuper, nous, Xavier et moi, de la version française, puisque je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est un jeu japonais, même si il vous propose de développer votre flotte marchande dans la Rome antique, dans le port d'Ostie, qui était le port principal de commerce de la Rome antique. Donc, jeu sur la Rome antique, mais jeu japonais. Et donc, on a eu plusieurs contacts avec l'éditeur, ce qui nous a permis notamment d'avoir accès aussi aux prototypes et de vous faire cette review et cette expli partie justement. Et donc, on s'occupera pour vous de la version française. Donc, vous êtes entre de bonnes mains. Hein, normalement, on va peut-être relire un petit peu ce qu'on a fait, mais normalement, ça ne devrait pas être trop dégueulasse. On va essayer de faire un truc, ce sera de la mécanique de précision. On va vous faire ça au laser. Voilà. Bref, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 100 à 120 minutes. Un peu plus court si vous avez regardé Explay Party. Je pense qu'une fois qu'on a fait 3, 4, 5 parties, on peut jouer à 2 en 1 heure et quart environ. Et effectivement, si on joue à 4, potentiellement un petit peu plus longtemps, certes. Pour 14 ans et plus, c'est vrai que c'est un jeu assez complexe. Les mécaniques de base sont simples, mais les choix sont cornéliens. Et il va y avoir de la fumée qui sort des oreilles, certes, peut-être des morceaux de cerveau qui sortiront un petit peu à la fin de la partie, mais bon, c'est quand même un plaisir. Moi, c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée, mais bon, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo. On en parlera plus tard de toute façon, parce que pour la première fois, on va apparaître sur une campagne Kickstarter, Instant Fierté. Voilà. Alors donc, Ostia pour 2 à 4 joueurs, vous êtes placé en 103 après Jésus-Christ, donc 103 de notre ère, durant l'époque à laquelle l'empereur Trajan a construit une extension supplémentaire au port, hein, qui s'appelait donc le port d'Ostie. Et c'est à partir de là que vient se forger l'ensemble du commerce de la région, et même pas seulement de la région, puisqu'on va vous emmener jusqu'en Asie, avec l'Inde notamment. Donc ensuite, vous aurez ici ces petits bâtiments que vous pourrez aller justement comment dire, copier de civilisations lointaines pour les intégrer à votre port. Il y a des petits emplacements ici et ils vous permettront d'avoir des bonus pour chacun des emplacements. Alors justement, les emplacements, bon, pour ça, je vais passer rapidement parce que de toute façon, il y a une expli partie, il y a une review qui vous expliqueront ça plus en longueur, mais en gros, on part sur un mécanisme de Mancala. Donc vous allez partir sur une case, disons que vous allez partir sur celle-ci. C'est une case qui vous permet, quand vous choisissez d'effectuer cette action, de produire des pierres en nombre égal aux bateaux présents. Attention, il y a des bateaux qui permettent d'en avoir un petit peu plus, d'en produire un petit peu plus. Là, par exemple, il y a 4 bateaux, mais 2 bateaux un peu spéciaux. Donc, vous pourrez produire 6 pierres. Et à partir de là, les 4 bateaux qui s'y trouvent, vous allez en mettre un ici, un ici, un ici, et le dernier ici. Et le dernier bateau que vous poserez, c'est l'endroit où vous effectuerez une action. Donc là, par exemple, si on part de cette zone de pierre, la carrière, vous allez produire 6 pierres et déplacer un bateau ici, un bateau ici, un bateau ici, et effectuer l'action de construction de bateaux. Et donc là, vous aurez 6 actions possibles. Progresser sur la map centrale ici pour aller découvrir de nouvelles civilisations, établir des comptoirs de commerce.
Vous aurez ensuite la construction de bateaux, le commerce pour aller effectuer, remplir des contrats qui vous permettront de bénéficier de certains bonus, ainsi que des petites icônes qui feront des points de victoire à la fin. Ensuite, ici, la construction de bâtiments. Ici, c'est une action pour convertir vos pièces d'or en autres ressources présentes sur le plateau. Et enfin, une sixième case très importante, qui est une action qui vous permet d'effectuer n'importe quelle autre action du plateau, sauf celle-ci. Donc, un jeu assez pointu sur ce mécanisme de Mancala. C'est très, très bien foutu. C'est assez jouissif quand on fait des tours avec des combos à 3-4 tours à la suite, grâce à l'action bonus notamment. Les composants. On a ce plateau central qui est assez grand. Attention, le jeu est assez gros. On est sur une boîte de format un petit peu Lacerda. Donc, c'est assez costaud. Ça aurait pu être un peu plus petit, à mon avis, c'est vrai. Mais ça a plus de présence sur la table. Ensuite, vous aurez les plateaux individuels, au nombre de 4, bien évidemment. Les, les petits plateaux individuels qu'on va mettre à côté de notre carte, enfin de notre plateau de port. C'est là où vous trouverez les petits bateaux que vous pourrez aller ajouter à votre flotte, ainsi que les pierres nécessaires pour aller construire des bâtiments qui se trouvent ici. Ils sont au nombre de 48. Vous les voyez, on est sur du 3 x 4, on a 12 types de bâtiments. Les petits bateaux qui sont des les corbitas, pardon, ainsi que les pontas, des bateaux un petit peu plus gros que vous pourrez construire au fur et à mesure de la partie, mais qui ne seront pas présents d'entrée de jeu et qui vous permettront de produire un petit peu plus de ressources. Les disques de construction, des petits cubes d'avancée, des amphores qui font aussi des points de victoire, assez nombreux d'ailleurs. C'est un mécanisme assez important pour les points. Ensuite, toutes les tuiles de trading, donc de commerce, qui seront placées là sur la carte centrale que vous voyez ici. En fait, tous les emplacements vides sur les emplacements ici, là où il y aura les bâtiments, eh bien, c'est là aussi que vous trouverez des tuiles, comment dirais-je, de mi-parcours, qui vous permettront, si vous construisez le bâtiment qui s'y trouve, de bénéficier de certains bonus. Ensuite, on a les tuiles de départ, des petits tokens de découverte qui vous permettront de gagner des points de victoire et souvent également de l'argent. Ensuite, on a les tuiles finales qui seront posées sur la droite ici, qui seront en fait le bout de votre parcours et qui vous donneront généralement, des points de victoire en fonction de tel ou tel critère. On peut regretter qu'il n'y en ait que 4. Il y aura une extension qui vous proposera une 5e. J'aurais bien aimé qu'il y en ait 7 ou 8 pour pouvoir améliorer un petit peu la rejouabilité, la variabilité d'une partie à l'autre, même si bon, elles ne se retrouveront jamais à la même position d'une partie à l'autre. Enfin, si après quelques parties ça pourra arriver évidemment, mais ce sera différent à chaque partie. Mais quand même, on aurait apprécié avoir un petit peu plus de variabilité de ce point de vue-là. Ensuite, 34 cartes de marché, et puis 6 cartes de placement au début de la partie pour créer une légère asymétrie de départ. Et ma foi, c'est à peu près tout. Ensuite, pour le reste, je vous invite bien évidemment à aller voir la vidéo. 63 $ pour le pledge de base. On rentre directement dans le dur. 63 $, on en avait parlé un petit peu avec l'éditeur qui m'avait même demandé un petit peu ce que j'en pensais du prix. À la base, on était sur de 66 $, il est descendu à 63 $, ce à quoi vous devrez bien évidemment ajouter le shipping, donc les frais de port, qui vers l'Europe sont assez conséquents, bien évidemment. Pour une fois, nous, au Japon, forcément, on va payer un petit peu moins cher les frais de port, puisque eh bien, nous sommes directement dans le pays du producteur. Donc, bon, de ce point de vue-là, c'est pratique. C'est rarement le cas. 63 $ donc pour le jeu de base, disais-je. Vous pourrez ajouter à cela 13 $ pour une extension qui s'appelle donc la Merchant Expansion, donc une extension des marchands, qui vient vous ajouter visiblement 8 petits tokens, une tuile supplémentaire qui vous offre 18 points de victoire d'un coup si vous êtes premier, 12 points de victoire si vous êtes second, de nouvelles tuiles des tuiles intermédiaires pour les bâtiments. Si vous construisez un bâtiment, vous pouvez bénéficier du bonus de cette tuile. Ça reste intéressant d'en avoir encore plus. De ce point de vue-là, ça c'est bien, d'en avoir ajouté là encore, je crois, 8, mais il aurait fallu ajouter un petit peu plus de tuiles finales aussi, à mon avis. Donc tout ça pour 76 $. Ça fait quand même 13 $ pour, en gros, 8 tokens, une tuile et 8 autres tuiles. Bon, c'est un petit peu cher, c'est vrai. Et ensuite, à 90 $, qui finalement, je pense, est plus intéressant que celui à 76 $, parce que pour 98 $, eh bien, vous pourrez avoir la même chose que ce pledge-ci, mais en plus de ça, vous aurez un upgrade pack qui vous apportera une augmentation matérielle assez significative également. On le détaillera ça un petit peu plus bas. Alors, le how to play, j'ai déjà expliqué un petit peu ici, et de toute façon, voilà, c'est nous, les Ludovores, avec notre petite review Kickstarter, mais je vous invite aussi, on va le faire tout de suite pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous pouvez aller sur la chaîne des Ludovores, dans les vidéos, et à côté justement de la petite review
pour Ostia, vous avez également l'Expli Party qui se trouve ici, un petit peu plus longue bien évidemment, hein, il faudra 1 heure et demie pour que vous puissiez voir l'ensemble de la vidéo, mais je pense que même si vous arrêtez après une demi-heure, vous aurez compris comment ça marche, et regardez aussi les 5 dernières minutes pour voir à quel point j'ai laté Xavier. Voilà. Bref, vous voyez ici qu'on a le livret en anglais et en japonais, et pour l'instant, il n'est pas encore disponible en français. Nous allons nous en occuper, comme je disais tout à l'heure, mais on nous a envoyé les fichiers il y a 3-4 jours, donc on va commencer ce week-end, et on va essayer de vous envoyer ça, pardon, de vous mettre ça à disposition dans les jours à venir, pour que vous puissiez éventuellement procéder à une relecture, éventuellement, même si on a relativement confiance en notre niveau de français, mais quand même, c'est toujours bon d'être relu. Il peut y avoir des coquilles par-ci, par-là, bien évidemment. Mais bon, en gros, ce sera fait avant la fin de la campagne, normalement, si tout se passe bien. Vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator également, pour voir si ça peut vous plaire, mais a priori, si vous êtes fan de jeux de, comment dirais-je, de programmation, je pense que ça devrait vous plaire, très honnêtement. Même si là, thématiquement, c'est vrai que le thème n'est pas prépondérant, même si toutes les actions du plateau sont liées à la thématique, mais au-delà de ça, on n'a pas non plus l'impression de se plonger dans la romantique et de contrôler son port personnel, d'autant que chaque joueur a un port d'hostie différent, donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu de la fantaisie, certes, mais c'est vraiment un très très bon jeu. Pour résumer en gros notre avis à Xavier et à moi sur la vidéo de review que vous avez proposée ici, oui, Xavier et moi, on a beaucoup aimé, on pense que c'est un très bon jeu, et pas uniquement parce qu'on participe un petit peu via la traduction, c'est en fait plutôt le contraire, c'est parce qu'on a beaucoup apprécié qu'on a proposé de faire la traduction. Alors, les stretch goals, quelques-uns sont déjà débloqués, on passera plus de temps bien évidemment dessus lors du suivi du crowdfunding, mais bon, quelques exemples parmi ceux qui sont déjà dévoilés. Pour l'instant, on a 200% débloqués, donc on aura des cartes de meilleure qualité, mais à venir, on aura aussi un token de premier joueur un peu plus classe que le petit cube blanc de base. On aura aussi des petits disques de construction avec du screen print. On aura une extension solo à 500%. Donc celle-là, je l'attends pas mal, parce que je serais curieux de voir comment on peut jouer en solo sur Ostia. J'aimerais bien l'essayer de ce point de vue-là. D'autres diverses améliorations de matériel. On aura aussi du double épaisseur pour les plateaux individuels pour apposer les petits bâtiments notamment. Ça, c'est plutôt sympa. Et peut-être plus encore à venir. On verra. Et attention, 900%, vous pourrez aussi avoir les sleeves en bonus dans tous les jeux. Donc ça serait plutôt un gros plus aussi. Ça ajoute pas mal de valeur aussi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, si ce n'est, attention aux frais de port. Et oui, pour une fois, on va pas râler. Nous, on est à 16 $ de frais de port, c'est pas trop méchant. Mais vous, en Europe, bah, ça dépend du pays où vous habitez, mais ça peut être de 24 à 58 $. Donc oui, ça va potentiellement piquer un petit peu les fesses. Voilà, donc vous vous mettez un petit peu de tabasco pour vous habituer. De toute façon, 2022 va piquer les fesses pour tout ce qui est frais de port. Généralement, c'est encore pire pour nous, mais pour le coup, ça va. Mais le jeu mérite qu'on se penche en tout cas sur lui. Et je ne dis pas ça encore une fois parce qu'on participe vaguement à la campagne via la traduction en français. C'est un très très bon jeu qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à tester. On a pu faire, Xavier, 4 parties et moi 5 parties, parce que je jouais même une partie avec ma femme qui a accepté, m'a dit « Ouais, bon, c'est pour la chaîne YouTube, allez, je joue avec toi », parce que sinon elle n'est pas terriblement, enfin, elle n'est pas très 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 joueuse. Bon, aucun intérêt pour vous, mais bon, c'est une petite anecdote comme ça perso. Et même ma femme a bien aimé, donc c'est pour vous dire. Mais ma femme aime bien tout ce qui est un peu programmation, même si c'est pas du tout une joueuse. Voilà. Bref, trêve de bilbezé. On va passer aux add-ons. Les add-ons aussi pourraient vous faire plaisir dans le sens où eh bien, l'éditeur Uchiba Koya vous propose d'autres jeux de sa collection, à savoir notamment le jeu qu'il a fait un petit peu découvrir au grand public, à savoir Aqua Garden. Très joli petit jeu qu'on a pu tester d'ailleurs Xavier et moi récemment, qu'on a beaucoup apprécié aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà joué aussi. Très très bon jeu, mais attention, pour ce qui est d'Aqua Garden, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'attendre. Pour la simple et bonne raison, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que Uchiba Koya va faire une nouvelle campagne avec une nouvelle extension assez massive d'Aqua Garden. On essaiera d'ailleurs de mettre la main sur le prototype pour vous faire encore une review. Je viens d'y penser, je n'ai pas encore contacté l'auteur là-dessus, mais je pense qu'on va faire ça, oui. Avec donc une nouvelle extension pendant laquelle vous pourrez faire un gros bundle, je pense, avec le jeu de base, les extensions déjà sorties et cette nouvelle grosse extension.
Donc, si vous vous intéressez uniquement à Aquagarden, mais pas à Ostia, laissez passer la campagne d'Ostia sans prendre Aquagarden, puisque vous pourrez le prendre avec sa nouvelle extension prochaine. Je crois que ce sera pour l'été ou la fin du printemps prochain. Donc, ça arrivera assez vite. Il y aura aussi Age of Hunting, il y aura aussi Bremen, Sapporo 1876, donc tout un tas de jeux de la collection qui seront avec les prix indiqués ici. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Ostia. Et on remercie au passage encore une fois Junpei Tanaka, qui est le patron de Uchibakoya et qui nous a gentiment envoyé le proto. Voilà, c'est à peu près tout pour Ostia, 320 contributeurs pour l'instant, ça vous paraîtra peut-être assez léger, mais attention, le jeu a été lancé aujourd'hui, on est samedi, à midi, donc ça fait à l'heure actuelle 7 heures que le jeu est lancé. Certes, ce n'est pas un départ en trombe, mais c'est plutôt un départ assez respectable. On devrait, d'ici un mois environ, passer les 1500, je pense, peut-être même un peu plus. On verra bien, mais c'est vrai que le prix est un petit peu élevé si on prend le pledge maximal, mais très 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 bon jeu, même si vous l'avez vu, visuellement c'est très sobre. C'est pas vilain du tout, c'est sobre. Voilà pour Ostia. Je ne l'ai pas mentionné parce que bon, c'est un petit peu délicat quand on fait partie très légèrement, très indirectement du projet, mais c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Je ne montrerai pas le petit coup de cœur habituel de la semaine parce que, voilà, pour garder un petit peu de distance vis-à-vis du projet, mais vous aurez compris, Xavier et moi, on a beaucoup, beaucoup aimé Ostia. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. Donc on est sur un menu un petit peu plus léger, un petit peu plus digeste que celui de la semaine dernière, mais avec quelques projets intéressants malgré tout. Sur ce, ma foi, pas grand-chose à ajouter. On va essayer la semaine prochaine de vous pondre une ou deux vidéos peut-être en plus, si on peut. C'est pas encore garanti, mais on essaiera. Et puis, d'ici là, je vous invite, bien évidemment, hein, en bon chacal que je suis, à nous laisser, s'il vous plaît, un petit like, parce que bon, voilà, je fais un pas vers vous hein, chaque semaine, même 2-3 pas vers vous, faites un pas vers moi aussi, hein, voilà. Donc, laissez-nous un petit like, et puis éventuellement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous remercie encore une fois de nous avoir suivis dans ce nouveau menu crowdfunding numéro 34, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. Portez-vous bien, et à la prochaine.